Alors cette partie, cette troisième partie, je vais essayer de la dédier à des parents que je comprends vraiment, qui viennent me voir, qui sont souvent démunis, qui sont inquiets, qui se demandent comment faire, qui sont aussi exaspérés. Il y a à la fois de la tristesse pour leur enfant et en même temps de la colère contre leur enfant, quand justement il y a des choses qui se passent et que les parents ne s'en sortent pas et voient leurs enfants se plonger dans des attitudes qui peuvent être dangereuses. Donc je vais essayer très modestement de proposer quelques pistes en espérant que ça pourra aider à dénouer certaines situations. Alors évidemment c'est un petit peu rapide, ça aura le défaut du côté un peu recette, bien sûr. Ça n'est pas du tout dans cette intention que je propose ces vidéos, c'est juste dans l'intention d'aider éventuellement à vivre mieux avec vos adolescents, avec nos adolescents. Donc, je vais je vais vous proposer une réflexion sur plusieurs situations qui sont très traditionnellement abordées, les relations à l'école, les jeux vidéo, les relations amoureuses, les fréquentations, enfin toutes ces choses-là qui préoccupent énormément des éducateurs et des parents. Alors, en préalable, en préambule, je voudrais proposer une réflexion. Comment souhaiterions-nous nous-mêmes être traités par quelqu'un qui serait notre coach, notre entraîneur, voire quelqu'un qui aurait une responsabilité vis-à-vis de nous, ou même éventuellement quelqu'un comme un supérieur hiérarchique, qui aurait vis-à-vis de nous à la fois une responsabilité et à la fois un certain pouvoir. Alors, si je pose cette question, j'imagine, puisque je l'ai posée à beaucoup de personnes en formation, que vous pourriez répondre aussi que vous attendriez du respect, de la compréhension, de la confiance, de l'écoute, de l'aide quand on a des difficultés, des explications, mais que l'on n'attendrait surtout pas d'ordre sec, que l'on n'attendrait surtout pas de jugement de valeur, que l'on n'attendrait surtout pas de mépris ou de manque de confiance sur notre bonne volonté. Dès lors qu'on remettrait en cause l'intention même de notre bonne volonté, eh bien, nous serions, enfin j'imagine que vous seriez aussi choqués que moi, et aussi mal à l'aise par rapport à quelqu'un qui aurait cette position. C'est exactement, en gros, la même position que je vais proposer d'avoir à des parents vis-à-vis de leur adolescent, en rappelant évidemment que les adolescents, leur cerveau n'est pas encore mature, même si ça s'est développé depuis l'enfance. On sait aujourd'hui que le cerveau est mature à 22-25 ans, donc à l'adolescence, 17-18 ans, on ne peut pas attendre les mêmes capacités de raisonnement, les mêmes visions aussi élaborées que celles d'adultes. Maintenant, certains adultes sont encore eux-mêmes pris dans leurs propres difficultés et ne sont peut-être pas aussi clairs dans leur vision des choses, donc ça embrouille beaucoup. Mais c'est une réalité. Il faut en tenir compte au lieu d'essayer de penser que tout devrait être comme ça. Tout devrait aller bien. Enfin, si jamais il raisonnait un peu, si jamais, enfin, il ne se rend même pas compte, etc. Donc c'est vrai, il ne se rend pas compte. Et c'est la manière dont on va aborder cet adolescent qui va nous aider à être vraiment dans une attitude éducative, ou au contraire dans une attitude de critique, de reproche, etc.
J'ajoute, avant d'aborder les différentes situations de problème, que on voit souvent des mères aux prises avec des difficultés d'éducation à l'adolescence, et trop souvent, je ne dis pas une généralité, hein, vraiment je ne voudrais pas que les pères se sentent exclus, bien sûr, mais il arrive trop souvent, à mon sens, que les pères se désengagent au moment de l'adolescence. Et soit qu'ils soient intransigeants, jugeants, etc., soit qu'ils ne sachent plus par quel bout aborder cet adolescent, et qu'ils se désengagent, pas qu'ils démissionnent, mais qu'ils aient d'autres soucis, le travail, etc. Que, du coup, trop de mères se retrouvent seules à devoir gérer les difficultés rencontrées. Je pense que le rôle du père est très important, surtout à cet âge-là, et que si on pouvait davantage solliciter les pères pour vraiment être solides, ça ne veut pas dire rigide bien sûr, pour être solides pour leurs adolescents, il y aurait un point d'équilibre qui serait très 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 important aussi pour les adolescents. Bien, alors commençons par un cas très classique, les jeux vidéo. Combien de fois j'entends des parents, d'adolescents qui disent « mais il décolle pas de ces jeux vidéo, il s'enferme dans sa chambre tout le temps, il joue au détriment de son travail, au détriment de sa santé, au détriment de son sommeil, etc. etc. Et il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, il est accro à son écran, à ses jeux vidéo. » Alors je pense qu'avant de proposer des solutions, il faudrait comprendre exactement ce qui se passe pour cet adolescent lorsqu'il est comme ça scotché face à ses écrans. En réalité, souvent, l'adolescent, lorsqu'il est pris sous un feu de reproches, pourquoi tu fais pas ça, une demande de justification, mais enfin tu te rends bien compte que, etc. La vie réelle, la vie avec les adultes qui l'entourent, n'est pas très très chouette. On lui propose beaucoup plus de reproches que de sourires. Et là, quand il est en ligne, en relation avec ses copains du monde entier, des copains virtuels, ou qu'il connaît, qu'il a quitté une demi-heure avant au collège ou au lycée, eh bien au moins là, il est tranquille. Il est avec d'autres copains qui ne viennent pas lui chercher des poux dans la tête, et du coup, ce monde virtuel est pour lui un monde de tranquillité. Et je crois que si on comprend ça, on peut du coup modifier notre attitude de parents en essayant non pas de reprocher à l'enfant cet accrochage aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux ou autres, ou au téléphone, mais en essayant de justement lui proposer des relations agréables. Je ne dis pas des occupations qui, à votre goût, seraient saines, parce que peut-être à son goût à lui, ça ne serait pas sain. Je parle bien de relations agréables. Et l'adolescent a besoin de ses parents. Il aime ses parents, on le disait déjà. Et donc, il aime, mais il n'aime pas la relation qu'on lui propose. Donc, effectivement, pouvoir changer le mode de communication me paraît tout à fait essentiel. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire « oui, t'es encore devant tes jeux vidéo, et si ça continue, on ferme », etc., des reproches où on va lui prouver que ça ne va pas, c'est pouvoir justement aborder le sujet, parce que c'est important d'aborder le sujet, de ne pas faire comme si on n'avait pas vu, et de ne pas attendre que ça se dégrade avant d'aborder le sujet. De dire, ben voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je voudrais comprendre, je voudrais qu'on puisse en discuter ensemble, et de manière, encore une fois, comme un coach qui donnerait des indications, donnerait des explications, mais qui ne serait pas jugeant. Donc, voilà, on aborde le problème, et puis ensuite il y a des petites choses, par exemple, qu'est-ce qu'on offre à la place des jeux vidéo?
Est-ce qu'on offre à la place la promenade dominicale qui me plaît à moi, mais qui ne plaît pas forcément à l'ado qui va s'empoisonner parce qu'il n'aura pas justement une relation et quelqu'un qui le comprenne, alors qu'il a tellement besoin de relations? Ou est-ce qu'on va lui proposer quelque chose qui vraiment lui correspond à lui? Est-ce qu'on va écouter que, par exemple, il accepterait d'être beaucoup moins collé à ses écrans s'il pratiquait un sport qu'il aime et qu'il a choisi lui, fut-il un peu bizarre pour nous, et même si ça nous demande des accompagnements, de se déplacer pour l'accompagner 3 fois par semaine à un entraînement. Est-ce que on peut entendre que pour lui, s'il avait un animal et qu'il se sente responsable de cet animal, par exemple, obligé de sortir le chien, parce que c'est son choix, attention, c'est pas nous avons un chien donc tu dois le sortir, hein, c'est parce que l'adolescent serait beaucoup plus à l'aise avec un animal, et que nous, on peut dire bah non, parce que tu te rends compte, il va falloir sortir, etc. Mais lui dire par exemple, si tu demandes un animal, si tu as envie d'un chien, moi je veux bien, mais c'est une responsabilité, est-ce que tu en prendras la responsabilité? Et pouvoir à ce moment-là dire à l'adolescent, si tu en prends la responsabilité, tu en prends la responsabilité. Et il ne s'agira pas ensuite de remettre les choses en cause en disant bon ben tu peux pas le sortir alors je le sors et je râle parce que c'est pas normal, parce que tu devrais toi, etc. C'est-à-dire que si tu ne le sors pas, effectivement, moi je vais le ramener au chenil, mais je ne vais pas râler. C'est-à-dire que les choses sont claires, sont vraiment claires. C'est comme une espèce de contrat établi avec un adolescent responsable, en lui mettant bien en main les clauses du contrat, mais de manière non jugeante, en partenaire, pas en supériorité. Si on fait réfléchir, hein, je le disais déjà dans une autre vidéo, si on fait réfléchir un adolescent, on a toutes les chances de beaucoup mieux gérer les situations que si on se pose en censeur, en juge et en donneur d'ordre. Alors, un autre grand sujet de préoccupation que j'entends souvent, c'est la chambre en désordre. Oh, cette chambre! Mais c'est le bazar, mais c'est... Enfin, il n'y a pas de mot assez, assez jugeant pour dire à quel point cette chambre est, enfin, n'est pas supportée par les parents. Mais c'est sale, mais c'est en désordre, mais on ne peut pas y rentrer, etc. Et là, je crois qu'il y a aussi quelque chose à comprendre sur pourquoi. On comprend très bien aujourd'hui que le doudou du petit, s'il est lavé à la machine sans arrêt, eh bien, il n'a plus la personnalisation, l'odeur, la sécurité. Et je pense que la chambre de l'adolescence est un peu aussi sa tanière, et que lorsque on veut qu'elle soit clean, comme on imagine, comme on projette que devrait être la chambre, eh bien, on va là aussi aller dans quelque chose qui sera de l'incompréhension du monde de l'adolescent. Et ça peut nous pousser à émettre des jugements de valeur, des reproches, des critiques, mais enfin, mais tu te rends pas compte, mais enfin, mais c'est bazar dans ta chambre, est-ce que tu te rends compte que, etc. Et tout ça va exactement à l'encontre de ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que plus il y a de critiques, eh bien plus l'adolescent va s'enfermer dans sa chambre et se réfugier dans un monde qui est le sien, en marquant son territoire de toutes ces odeurs, de toutes ces marques à lui, où c'est le seul endroit où finalement il est bien. Et peut-être on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'on lui offre en dehors de sa chambre. A-t-il des lieux de parole, de partage, d'écoute,
il est plein de soucis, ça on l'a déjà dit dans une précédente vidéo. Qui va se préoccuper de ces soucis? Si les parents sont préoccupés par leurs propres soucis que leur posent leurs adolescents, ils peuvent ne plus écouter l'adolescent dans ses propres soucis. Or, qui est le plus adulte des deux? Logiquement, ce sont les adultes, logiquement, ce sont les parents. Donc, il faudrait que les parents puissent gérer leurs soucis en dehors de demander à l'adolescent de résoudre leurs soucis. Donc évidemment, je comprends, vraiment, je comprends que c'est une préoccupation importante pour les parents, qui est une préoccupation, encore une fois, mêlée d'exaspération et d'inquiétude. Mais il faudrait que ne pas demander à l'adolescent de soulager. Et justement pouvoir comprendre à l'adolescent qu'est-ce qu'il cherche dans sa chambre, qu'est-ce qu'il trouve, pourquoi en a-t-il tant besoin de ce désordre. Et justement qu'on puisse lui proposer les choses en souriant, en partenariat. C'est comme pour des tâches ménagères, comme pour peut-être dire, bon ben, il y a des choses à faire dans la maison, comment nous pourrions faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on donnerait un objectif de résultat, mais pas un objectif de moyens, et qu'on laisserait l'adolescent qui comprend, il n'est pas idiot, il n'est pas idiot, il va se réfugier si on l'attaque, mais si on le traite en partenaire intelligent d'un savoir-vivre ensemble, eh bien, il va donner des propositions. Si on le juge et si on le critique, encore une fois, il va se réfugier dans un refus, avec les cheveux qui devant, etc., l'enfermement, parce que le mode de communication ne peut pas lui convenir. Mettons-nous à sa place, si on nous parlait comme ça, est-ce que ce serait possible pour nous d'être en bonne relation avec quelqu'un qui nous critique, qui nous reproche, qui nous juge, qui dit mais enfin, etc. Se poser cette question, je pense que c'est vraiment trouver des clés pour résoudre. Alors finalement, quand on regarde un adolescent, il peut nous arriver de critiquer sa négligence ou son laisser-aller. Encore une fois, on peut penser qu'il a la flemme, on peut penser qu'il glandouille. Mais si on rapproche toujours de nous, est-ce qu'il ne nous arrive pas, nous, des moments où c'est pas facile, où on choisit de ne pas faire tout de suite, où on se dit, bon ben on va ranger ça plus tard, et là on n'attendrait pas que quelqu'un vienne nous dire, mais enfin tu vois pas que tu n'as pas fait la vaisselle aujourd'hui, ou tu vois pas que tu, etc. Quelquefois il nous arrive de nous le dire nous-mêmes, mais on n'attendrait surtout pas que quelqu'un vienne nous faire ce reproche. Encore une fois. Et donc, l'idée, c'est de ne pas reprocher à l'adolescent et de comprendre que, finalement, plus on va le lui reprocher, plus il va avoir besoin d'affirmer son lieu, d'affirmer son indépendance. On va le prendre pour de la provocation, et je m'inscris en faux contre cette idée de provocation volontaire des adolescents envers leurs parents. Lorsqu'un adolescent provoque, c'est juste parce qu'il n'en peut plus. C'est parce qu'il n'arrive pas à trouver le lien dont il a éminemment besoin. Tous ces adolescents, quand ils me parlent, ils parlent vraiment du besoin de leurs parents. Mais en même temps, pas de cette relation, pas de ce qu'on leur impose. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir compter sur leurs parents, ils veulent pouvoir être vraiment dans une relation de partenariat avec leurs parents, ils veulent qu'on puisse leur faire confiance et les écouter. Ça ne veut pas dire leur obéir, hein, bien entendu, ça veut dire pouvoir discuter avec les parents. Ils savent très bien qu'ils ont encore besoin, mais j'insiste énormément sur
le besoin de ne pas être critiqué, de ne pas être reproché, etc. Alors on pourrait aborder aussi la question de la mode et des choix vestimentaires. On a abordé le laisser-aller, mais on peut aborder aussi la préoccupation de certains jeunes d'avoir le dernier t-shirt à la mode, les chaussures comme ceci, le machin qui va bien, enfin, la coupe de cheveux. Bon. Et certains parents sont aussi évidemment très inquiets, très désemparés, et puis vis-à-vis de ces exigences. Quelquefois, les parents en arrivent même à essayer d'acheter une conduite des adolescents en leur promettant, bon, ben, si tu fais ce que je veux, je t'achèterai ceci. Il y a une espèce de chantage hein, qui devient... on achète la paix pour un moment, mais c'est tout aussi négatif que la punition qui peut acheter aussi la paix à partir du moment où elle serait elle serait énorme, mais la récompense ou la punition partent toujours d'une intention d'obtenir quelque chose, mais de l'obtenir par un chantage. Et la punition, je dis toujours que dans le pire des cas, elle risque d'obtenir ce qu'elle vise, c'est-à-dire la soumission. Et est-ce que nous voulons faire des adultes soumis? Nos adolescents, si on les soumet, ils deviendront des adultes qui se soumettent. Ou alors, elle risque d'obtenir ce qu'elle ne vise pas, c'est-à-dire la rébellion, la provocation, etc. Donc, la punition et la récompense sont les deux versions de ce même chantage à si tu fais ça, tu auras ça, ou si tu fais ça, voilà, tu auras ça. Donc vraiment, l'idée est de sortir de ces idées-là, mais nous en étions au mode vestimentaire, etc. Moi je proposerais vraiment de proposer aux adolescents une réflexion, encore une fois, philosophique. C'est-à-dire pas de moraliser, mais de discuter en disant, et pour toi, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Et puis, on accepte les réponses de cet adolescent. La vie réussie, très souvent, il y a la notion de liberté. Et c'est là qu'on peut dire, la liberté, c'est la liberté de quoi? Qu'est-ce qui serait pour toi des exemples de liberté, etc. Alors peut-être l'adolescent peut dire, moi la liberté, c'est la liberté de sortir quand je veux, d'acheter ce que je veux, etc. Quelles sont les influences qui font que tu as ce regard sur la liberté? Et là, ça pourrait être intéressant que l'adolescent se rende compte que justement c'est pour faire comme les autres et que ce n'est pas un vrai choix personnel. Et que la vie réussie, c'est effectivement beaucoup de liberté, mais que ce n'est pas être un mouton, que ce n'est pas obéir à des injonctions de mode ou des injonctions de copains, etc., pour faire comme, mais que justement une vie réussie, c'est de faire soi. Et ça pourrait être l'occasion d'une discussion vraiment philosophique, à condition qu'elle ne soit pas moralisante, avec les adolescents, pour qu'ils puissent vraiment comprendre l'intérêt du libre choix, de la liberté de penser, et pas de la soumission aux injonctions soit des parents, soit d'une bande de copains, soit des dictates de la publicité de la télévision ou des réseaux sociaux, et que la liberté est bien plus, demande beaucoup plus de positionnement personnel que leur premier imaginaire. Donc ça demande pour soi-même, en tant qu'adulte, de réfléchir à ces notions de vie réussie et de pouvoir avoir des discussions vraiment très profondes, très respectueuses, très, vous voyez, en partenaire, plutôt que toujours cette position de je vais t'expliquer la vie, je vais te dire comment il faut que tu fasses, etc. Quand on abandonne cette position de supériorité et qu'on est dans une position, encore une fois, de coaching, d'entraînement, d'aide, de soutien, pour donner des bases solides à un enfant ou à un adolescent, on a beaucoup plus de chances de réussir à en faire un adulte
solide, confiant, équilibré. Et avoir soi-même la paix, parce que du coup, on pourra avoir des relations très agréables avec nos adolescents. On pourrait bien entendu parler de plein de petits événements comme ça, de petites difficultés à la maison, au collège, au lycée, notes qui baissent, le travail refusé, enfin, etc., etc. Je ne peux pas tout aborder, mais on pourrait tout aborder. Et ma foi, peut-être dans d'autres temps je le ferai. Mais il y a quelque chose que je me propose d'aborder aussi, c'est les inquiétudes des parents, qui sont des inquiétudes légitimes. Lorsque on constate qu'un adolescent commence à fumer, à boire, à avoir des fréquentations difficiles ou dangereuses, et là, on aborde les sujets qui sont, justement, c'est plus de l'exaspération, ça devient vraiment de l'inquiétude. Les parents ne sont plus en colère, ils restent de la colère, mais là, tout d'un coup, ils voient leur adolescent en danger, ils évaluent que ça va devenir terriblement dangereux, et du coup, ils sont paniqués, ils ne savent plus quoi faire, et il y a traditionnellement plusieurs attitudes. Il y a soit l'attitude d'affolement, attention, tu ne te rends pas compte que, etc. C'est une autre manière de moraliser, et cette fois-ci de ne pas donner du tout de solution à l'adolescent qui commence à avoir ces attitudes dangereuses pour lui. Soit bon, on fait comme si on n'avait rien vu, et puis on se dit bon, ça va passer, c'est un coup de machin, etc. Et puis on fait un peu la politique de l'autruche, on n'aborde pas du tout les questions. Soit on reprend la critique, comme on a vu précédemment, tu ne te rends pas compte que, fais attention, mais tu vois pas, etc. Et on recommence la critique, la moralisation. Et je pense que ces trois attitudes sont des attitudes qui sont dommageables. Je propose vraiment de prendre ces débuts de conduite risquées, c'est encore pas des conduites à risque, mais ce sont des conduites risquées. Je propose qu'on les prenne au sérieux, mais avec beaucoup de calme, et encore une fois, sans aucun jugement, sans aucune critique, sans aucun reproche, mais que l'on aborde le problème, et que l'on puisse dire, voilà, je constate ça, et je suis inquiet pour toi. Et je suis inquiet pour toi parce que je t'aime. Et je suis inquiet pour toi parce que tu es important pour moi, que je me sens responsable de toi, et puis que j'ai envie que tu réussisses ta vie. Donc je ne peux pas faire comme si tu n'avais pas une conduite dans laquelle je vois un danger pour ta vie future. Et le dire comme ça, et pas le dire en tu te rends pas compte, tu vas me faire mourir, mais j'ai tellement peur pour toi, etc. C'est-à-dire que, au nom de notre peur, avoir une attitude solide, d'adulte, et qui puisse justement proposer à l'adolescent une véritable discussion en traitant le sujet, plutôt que de l'enfermer par notre attitude qui serait trop intrusive. On pourrait aussi poser des questions, mais tu bois depuis longtemps, et tu bois avec qui, tu bois depuis combien de temps, et qu'est-ce que tu bois, etc. L'adolescent lui-même le sait que c'est une conduite difficile, voire dangereuse. Et ce n'est pas en le questionnant, en essayant de lui montrer que c'est dangereux. Il le sait que c'est dangereux. Il le sait. Et j'ai l'habitude de dire que personne ne se lève le matin en faisant tout pour être malheureux. Mais vous, comme moi, comme cet adolescent, nous pouvons
avoir des conduites qui nous rendent malheureux. Mais c'est juste parce qu'on ne sait pas faire autrement. C'est juste parce que quelquefois nous ne pouvons pas faire autrement. Donc je propose aux parents d'adolescents qui commencent à avoir des conduites risquées de pouvoir vraiment, éventuellement, si c'est nécessaire pour eux, en parler avec un professionnel de façon à eux-mêmes récupérer leur tranquillité, leur solidité, leur confiance en eux, et trouver la meilleure manière d'aborder la question avec leurs adolescents, et surtout pas de faire comme si on n'avait rien vu. Parce que sinon, on va aborder la partie suivante de nos entretiens, qui serait lorsque vraiment l'adolescent se met en risque grave, lorsque vraiment il y a des conduites qui sont des conduites suicidaires, violentes, très dangereuses, etc. Ça, c'est ce qu'on traitera dans la partie suivante. Je crois que c'est important de différencier ce qui est préoccupant de ce qui est dangereux. Et si on se préoccupe des choses préoccupantes, on n'aura peut-être pas à aborder les choses dangereuses. Donc ce qui est préoccupant, ça peut être effectivement voilà, un ado qui s'enferme dans sa chambre, qui est scotché avec les jeux vidéo, qui justement se met en danger sur sa santé, etc. parce que le téléphone portable envoie des textos jusqu'à 2 h du matin. Donc quand on envoie des textos jusqu'à 2 h du matin, qu'on en reçoit, il est probable que le lendemain matin, on n'est pas tout à fait en forme pour aborder la journée, avec toutes les demandes. Donc là, je crois que les parents doivent avoir une attitude de parents et prévenir leur enfant, encore une fois, sans les moraliser, mais prévenir leur enfant que là, ils sont en danger et qu'on ne va pas leur demander à eux-mêmes de prendre en charge le danger, mais qu'on va avoir une attitude de parent en disant là, non, je n'accepte pas, et à 10 h du soir, par exemple, ou à telle heure, eh bien, je vais venir récupérer ton téléphone portable, en discutant, bien entendu. Souvent, les ados, si c'est bien fait, les ados comprennent que c'est une aide qu'on leur propose et pas une punition. Donc, quand c'est bien discuté avec l'ado en anticipation, l'ado ne le prend pas mal parce qu'il comprend et finalement, il apprécie qu'on vienne à son secours. Mais il se peut aussi que l'adolescent soit très en colère. Et je crois que c'est important à ce moment-là que les parents n'aient pas peur de la colère de leur adolescent. Et qu'ils puissent dire « Je comprends que tu sois en colère contre moi. Je comprends parce que c'est pas agréable ce que je vais faire. Mais, malgré tout, parce que je t'aime, et parce que je suis responsable de toi, et que j'ai donc la responsabilité de faire en sorte que tu deviennes un être humain bien construit, eh bien je vais quand même le faire. Si tu es en colère, je peux le comprendre. Mais ce qui est à éviter absolument, c'est de dire « Mais enfin, tu ne devrais même pas être en colère contre moi, tu devrais bien comprendre que c'est pour ton bien que je le fais. » C'est quand on moralise en associant une interdiction que l'adolescent nous en veut. Il faut prendre nous-mêmes la responsabilité d'un interdit et pas lui demander à lui-même de s'interdire quelque chose. Encore une fois, il n'est pas mature, donc il ne peut pas prendre la responsabilité que nous ne voulons pas nous-mêmes assumer, souvent parce qu'on a peur qu'il nous déteste, ou parce qu'on a peur qu'il ne nous aime plus, ou parce qu'on a peur je sais pas, qu'il nous en veuille, etc. Parce qu'on n'ose pas, en adulte, affronter la responsabilité avec la colère éventuelle associée, en disant je ne peux pas faire autrement parce que je suis responsable de toi et parce que je t'aime. Donc vous voyez, c'est pas mais enfin c'est pour ton bien que, etc. Il n'y a aucune moralisation, mais il y a une attitude solide de l'adulte qui peut prendre une décision parce que justement
l'ado n'est pas capable de l'apprendre. C'est comme si on laissait un enfant devant un paquet de bonbons et qu'on lui dise « mais enfin, sois raisonnable, tu ne vas pas tout manger ». Ben, l'enfant ne peut pas être raisonnable. Et donc, il appartient aux parents de prendre des décisions qui vont le mettre à l'abri de lui-même. Et pas le laisser manger tous les bonbons, enfin, faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'adulte doit être adulte, doit prendre une décision, évidemment expliquée, la plupart du temps en partenariat et avec ces discussions, non pas où on va essayer d'emporter l'adhésion, mais où on va faire réfléchir l'adolescent et on va expliquer aussi notre position d'une manière solide. Encore une fois, on ne s'appuie bien que sur ce qui résiste. Donc ce n'est pas résister en moralisant, mais résister en étant solide. Et si les parents sont solides, et je rappelle aussi là, le rôle du père, là, si les parents sont solides, encore une fois pas rigides, eh bien l'adolescent pourra savoir que même s'il n'est pas content, même s'il est frustré, etc., il peut compter sur ses parents. Que ses parents ne sont pas des parents qui veulent l'embêter, mais que ses parents, au contraire, sont des parents qui veulent le sécuriser. Et là, on aura quand même gagné une très bonne relation avec ses adolescents. Et donc c'est là que nous passons à un moment beaucoup plus préoccupant, un moment qui est, je pense que nous ne devons pas passer à côté des signaux d'alerte. Cette fois-ci, ce ne sont plus des raisons d'être préoccupés, mais vraiment des raisons d'être vraiment alertés, parce que certaines manifestations d'adolescents peuvent nous signifier que cet adolescent commence vraiment à se mettre en danger. Alors, dans un livre que j'ai écrit il y a déjà quelques temps, j'ai listé ces signaux d'alerte. Toute modification de comportement doit être prise au sérieux. Il faut bien tenir compte que l'enfant qui se fait harceler ou brutaliser, ou qui a vraiment des difficultés de vie importantes, a tendance à le cacher, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Il est souvent plein de honte, et du coup, il va à la fois avoir des attitudes dangereuses, mais essayer de les cacher. Donc les parents sont souvent déstabilisés par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, voici quelques manifestations vraiment à prendre au sérieux. Des troubles du sommeil. L'enfant ou l'adolescent n'arrive plus à s'endormir ou à se réveiller. L'irritabilité. Alors qu'il pouvait être courtois et calme, tout à coup il devient nerveux, agité, tendu, susceptible, agressif. Il répond, il claque les portes. L'émotivité. Il pleure pour un oui ou pour un non. Il peut devenir passif. Tout à coup, il s'enferme dans la non-communication, il s'isole, il passe des heures seul dans sa chambre, il se met à travailler beaucoup plus, ou au contraire, il tourne en rond, il n'arrive plus à se concentrer, il devient indifférent à ce qui l'intéressait auparavant. Il semble abattu, dans la lune, ailleurs. Il a des marques visibles, de coups par exemple, et il vous dit qu'il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour lui? Il peut vivre des somatisations. Il a mal au ventre, il a de l'urticaire, de l'asthme, de l'eczéma, des maux de tête, il vomit, il a de l'énurésie. Il peut commencer vraiment des conduites à risque, des scarifications, l'ivresse répétée, du tabac, de la drogue, etc. Et puis, il peut y avoir aussi des troubles de l'alimentation. Il mange beaucoup plus ou beaucoup moins. Et ça, ce sont vraiment, cette liste qui n'est pas exhaustive, ce sont vraiment des signaux d'alerte où là, les parents se doivent vraiment d'avoir l'attitude la plus ajustée possible pour ne pas laisser leur enfant en grand danger.